Oui, bonjour tout le monde. Je suis contente de vous voir ici en si grand nombre. Donc, bienvenue à l'atelier d'introduction au logiciel NVivo qui a été organisé conjointement par le Centre Lemaire en gestion responsable et le Centre de recherche Créatech sur les organisations intelligentes. Je vous dis d'emblée que la rencontre sera enregistrée, qu'elle pourra être consultée ultérieurement. Cet atelier qui va être une introduction en mode partage d'écran sur le logiciel NVivo va être plus approprié pour les personnes qui ont peu ou pas de connaissances du logiciel ou encore qui ont vraiment besoin d'un rappel de ces fonctionnalités plus générales. Mais si l'intérêt et la demande sont là, nous réfléchissons à la possibilité d'offrir un atelier pratique en plus petits groupes dans les semaines à venir où les personnes qui assistent pourront vraiment mettre la main à la pâte et s'amuser avec le logiciel. Donc, je vous invite à rester à l'affût de nos communications en ce sens. En règle générale, on vous invite à poser vos questions à la fin de la présentation. Mon collègue Maxime Plante coordonnera la période de questions, mais si vous avez des questions de clarification sur un point bien précis que l'animatrice de l'atelier a évoqué, on vous invite à lever la main pour intervenir parce que ça pourrait être long avant d'arriver à la fin de l'atelier pour des petits points d'ordre plutôt technique. Maintenant, il me fait grand plaisir de vous présenter une collègue que nous apprécions énormément ici à l'École de gestion, donc Roxane Meyer, qui va animer cet atelier. Roxane Meyer est professionnelle de recherche pour l'accélérateur entrepreneurial Desjardins de l'Université de Sherbrooke. Détentrice d'un doctorat en recherche et intervention en psychologie organisationnelle, elle a enseigné plus d'une douzaine de charges de cours sur la recherche qualitative au baccalauréat et au doctorat en psychologie. Depuis 2015, sans compter l'équipe d'auxiliaires de recherche issue de multiples disciplines qu'elle coordonne actuellement, Roxane a offert du soutien en recherche qualitative à des chercheurs et des équipes en psychologie, en droit international, en politique appliquée, en travail social et en gestion. Elle s'intéresse également aux méthodes de recherche partenariale et à la vulgarisation scientifique. Donc, Roxane, on te cède la parole et puis je vous souhaite à tous et à toutes un très bon atelier. Merci, merci beaucoup, Julie. Merci aussi pour l'invitation pour animer cet atelier-là aujourd'hui. Donc, je suis très contente de vous voir aussi nombreux. Je pense que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens à l'atelier, mais tant mieux, ça a permis de rejoindre plusieurs personnes. Vous allez me voir me promener les yeux un petit peu. J'ai deux écrans pour pouvoir vous voir, voir mon PowerPoint, voir évidemment le logiciel aussi que je vais vous présenter. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de garder les caméras ouvertes ou pas, mais si jamais vous le souhaitez, pour moi, ça serait possible aussi. Là. Si jamais on voit qu'il y a des problèmes avec la bande passante, on vous demandera peut-être de les fermer, mais j'aime bien voir que je parle à des humains plutôt qu'à mon ordinateur. Ça fait quand même plusieurs années que je fais de la recherche qualitative. Je pourrais considérer que ça fait partie de mes passions. J'aime vraiment ça. Je m'intéresse beaucoup à la multidisciplinarité aussi, là, comme Julie l'a présenté, ce qui fait que ça m'a amené à faire du soutien à des équipes dans des domaines qui n'étaient pas les miens. Mais il y a toujours quelque chose de transversal à travers ça. Donc, c'est ce que je vais un peu vous présenter aujourd'hui. Julie l'a bien dit aussi, c'est un atelier d'introduction. Donc, je ne vais pas en profondeur dans le logiciel, étant donné aussi que vous ne pouvez pas pratiquer nécessairement en même temps. On n'a pas ce temps-là. Donc, ça va être vraiment un aperçu. Et on avait fait aussi un sondage pour voir c'était quoi les besoins des personnes qui étaient intéressées à participer. Et il y avait quand même plusieurs personnes qui étaient plus ou moins familières avec la recherche qualitative elle-même. Donc, je vais essayer de vous amener aussi quelques principes par rapport à la recherche qualitative pour positionner aussi la présentation que je vais faire parce que je ne connais pas le logiciel par cœur non plus dans ses moindres détails. Ce que je veux vous montrer, c'est vraiment qu'est-ce qui est, selon moi, le plus utile. Puis vous montrer des pistes aussi si vous avez envie d'approfondir par la suite. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai pensé l'atelier. Donc, j'y vais. Une information très pertinente à savoir aussi, la version dont je vais vous parler, c'est une version qui s'appelle Release 1.
de InVivo. Donc, c'est la version qui vient après la version 12, mais avant la version 14. Donc, il y a eu beaucoup de changements pour cette version-là. Donc, ils ont voulu créer une rupture en l'appelant numéro 1. Mais la version qui va venir après va être la version 14. Fait que si vous êtes un peu mélangé dans les versions, c'est normal. Mais voilà, la plateforme a subi quand même pas mal de changements importants entre la version 12 et celle-ci. Donc, si vous êtes habitué à une autre version, ça se peut que vous voyez des différences aussi. Et je travaille sur PC en ce moment. Donc, sur Mac, vous allez avoir aussi certaines distinctions à prendre en considération. Donc, alors, les objectifs, étant donné que c'est un atelier d'introduction, mon but, c'est vraiment que vous soyez en mesure de déterminer si InVivo peut répondre à vos besoins pour vos projets de recherche qualitative, connaître quelques-unes des fonctions, des utilités, en fait, du logiciel, et évidemment aussi entamer un processus de codage. Donc, je vais vous parler quand même un peu plus de comment qu'on fait coder ça, si vous avez envie demain matin de tester, soit coder un article scientifique ou coder un entretien, mais que vous ayez les bases pour pouvoir quand même là, vous mettre là-dessus. Puis je vais vous partager quelques trucs aussi là, que soit j'ai développé avec l'expérience ou qui font partie des bonnes pratiques, en fait, là, quand on utilise le logiciel. Avant toute chose, là, on est quand même nombreux, mais j'avais envie de savoir qu'est-ce que vous saviez de la recherche qualitative du processus d'analyse, puis c'est quoi votre expérience avec le logiciel InVivo. Donc, je vois le chat à côté de moi. Si vous avez envie juste de me dire quelques mots sur votre expérience, là, ça me donnera un aperçu. Et je vous inviterai aussi à lever la main si vous avez déjà utilisé InVivo. Donc, votre main virtuelle, là, évidemment, parce que je vous vois pas. Juste pour me donner une petite idée, un petit aperçu. J'ai au moins une personne qui a utilisé le logiciel. 2, 3. QDMiner, ouais, qui est similaire quand même à InVivo aussi. À la mitaine. QDMiner. OK. Et je pense que ça a longtemps aussi été le logiciel qui était disponible à l'université. C'est relativement récent qu'on peut accéder à InVivo sur certains postes à l'université. OK. Ça me donne une petite idée quand même. Puis n'hésitez pas à continuer d'écrire. Je vais pouvoir voir un peu qu'est-ce qu'il y en est. Mais je comprends que c'est nouveau pour plusieurs personnes parmi vous, puis les personnes qui ont l'expérience avec QDMiner, vous allez voir quand même des liens. J'ai travaillé un peu avec QDMiner aussi, mais j'ai une grande préférence pour InVivo. Ça, c'est mon biais personnel. Donc, la façon dont je vais vous parler de InVivo et de recherche qualitative, en fait, je voulais commencer par définir qu'est-ce que j'entendais par recherche qualitative, parce qu'il y a plusieurs façons d'entrevoir la recherche qualitative et ça va positionner aussi pourquoi est-ce que je vous parle plus de certaines fonctionnalités que d'autres. Parce que la possibilité maintenant avec InVivo de faire du traitement quantitatif de données qualitatives. Mais vous allez voir que moi, c'est pas ça à quoi je me suis intéressée. Donc, quand je pense à recherche qualitative, je vais vraiment aller chercher une recherche qui se concentre sur le sens des mots qui sont dits, par exemple, dans les entrevues. Donc, je vous ai mis ici là, une définition de Micheli de c'est quoi la recherche qualitative selon lui. Donc, c'est une recherche qui va être qui vise à comprendre des phénomènes, qu'on va aborder un sujet de manière large, qui va utiliser des méthodes de collecte de données qualitatives. Donc, on pense aux entrevues, on pense aux observations, par exemple, à l'analyse de documents. Et l'idée, c'est de faire l'analyse qualitative de ces données-là aussi. Donc, on ne voudra pas aller chercher des statistiques dans cette conception-là de la recherche qualitative. On veut vraiment que ce processus-là nous amène à faire du sens de nos données. Donc, la question du sens est vraiment importante.
Et on ne cherche pas nécessairement à prouver quelque chose non plus. On va plutôt vouloir présenter un récit ou une théorie de ce qui nous intéresse. Donc, je trouvais ça important de vous le présenter quand même parce que vous allez voir que les fonctionnalités que je vais vous présenter vont dans ce sens-là de la recherche qualitative. Puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il y a quand même d'autres fonctions qui vous permettent d'utiliser d'autres méthodes d'analyse que Payet Mukiali vont dire quasi-qualitatives. C'est-à-dire qu'on va se baser sur des données qualitatives, donc dans des entrevues, par exemple, mais on va vouloir en faire un traitement qui va être quantitatif. Donc, là-dessus, il y a des fonctions dans InVivo qui existent. Moi, c'est des choses avec lesquelles j'ai un peu moins travaillé, mais il y a aussi d'autres logiciels qui sont spécialisés, par exemple, pour faire ressortir, je ne sais pas moi, il y a des thématiques parmi les mots qui ressortent beaucoup, donc l'analyse textuelle. Il y a d'autres logiciels qui existent aussi. Puis là-dessus, je vous recommande le chapitre de Santarpia qui travaille ici là, en psychologie, qui a fait vraiment un inventaire des différents logiciels. Donc, sachez quand même que ça existe. Mais moi, je m'intéresse aux analyses qualitatives de données qualitatives. Et puis, quand on regarde le processus de recherche, donc je repars vraiment là, de la base, donc de la recension des écrits jusqu'à définir une question, une méthode de recherche, la collecte de données et l'analyse des données. NVivo peut nous soutenir à différentes étapes là-dedans. Donc, souvent, on va penser beaucoup au niveau de l'analyse. Hein, on va coder des entrevues. Donc, c'est ce qui a l'air peut-être le plus évident de l'utilité d'NVivo. Mais en fait, dès la recension des écrits, NVivo peut être utile parce que vous pourriez faire de la recherche quantitative, mais décider de coder vos articles et aller, par exemple, coder à chaque fois qu'il y a une définition de votre concept principal dans ces articles-là. Puis là, vous allez pouvoir, dans NVivo, double-cliquer sur le concept, il va vous sortir toutes les définitions dans tous les articles. Vous pourriez aussi aller coder des éléments au niveau de la méthode, par exemple, parce que vous voulez critiquer ces articles-là. Donc, c'est quoi la taille de l'échantillon, même c'est quoi la taille de l'effet, des choses comme ça. Là, ça vous permet de repérer ces informations-là super rapidement. Donc, surtout quand on veut faire une recension systématique des écrits ou qu'on va aller beaucoup plus en profondeur, donc ce n'est pas des lectures en diagonale, par exemple, NVivo peut nous aider déjà là. Et vous pouvez même imaginer que dans NVivo, vous allez avoir vos articles qui sont codés et vos données, vos entrevues, puis faire des liens entre les deux. Donc, ça peut être quand même intéressant à réfléchir NVivo de cette façon-là. Ensuite, au niveau de la collecte de données, dès qu'on a plusieurs données différentes, qu'on a plusieurs entrevues, par exemple, on dépasse là, les, je ne sais pas moi, 8 ou 10 entrevues, ça peut valoir la peine d'utiliser un logiciel comme celui-là parce que ça nous permet de centraliser tout au même endroit. Et ça fait aussi que, je ne sais pas moi, vous avez votre première entrevue, vous avez nommé un code d'une certaine façon. Puis là, vous arrivez à la troisième entrevue, puis vous dites « Hey, non, c'est pas exactement ça », puis vous le renommez. Quand on le fait à la mitaine, comme Maxime disait, mais là, vous retournez dans la première entrevue pour aller changer ce qu'on a fait. Donc, on est constamment en train de devoir faire ça, alors que dans NVivo, on change à un endroit et il change partout. Donc, ça nous permet vraiment de gagner en efficacité, puis de tout mettre au même endroit. Même chose là, si vous utilisez, par exemple, un journal de bord pour faire le suivi de votre processus, c'est quand même intéressant de pouvoir mettre ça au même endroit que vous mettez vos données. Puis, je vais vous montrer là, dans NVivo, ça ressemble à quoi. Et finalement, au niveau de l'analyse des données, là, c'est codage des entretiens ou d'autres types de données, identification rapide des extraits aussi quand vous allez rédiger, donc juste à double-cliquer sur le code, il vous sort tous vos extraits de verbatim, donc des transcriptions d'entrevues, par exemple. C'est beaucoup plus facile à rédiger quand on a cet outil-là puis qu'on n'est pas submergé dans un ensemble de données. Et vous pouvez également utiliser ici le journal de bord, mais plus dans le sens de OK, je vois ça dans mes données où je viens de faire une entrevue, ça me fait penser à tel concept théorique. Il y a sûrement des liens à faire avec ça, donc je vais aller écrire dans mon journal de bord, puis faire un lien avec mon entrevue que je viens juste de faire. Donc, ça vous permet vraiment de faire... Il y a comme plusieurs façons, surtout dans NVivo, comparativement à QDR-Mana, par exemple, de faire des liens, de faire des ponts dans les différentes informations que vous avez pour le projet.
Donc, InVivo utile à toutes ces étapes-là. Et plus vous avez je dirais, de données diversifiées ou complexes, plus, selon moi, ça vaut la peine d'utiliser un logiciel comme celui-là. Je présente rapidement, en fait, l'interface d'InVivo juste pour qu'on puisse se donner un vocabulaire quand je vais commencer à me promener dans le logiciel. Donc, vous allez voir à côté à gauche ce qu'on appelle le panneau de navigation. Et dans le haut, un ruban ou une barre de menu. Donc, ça va nous permettre de différencier les deux. Avec d'un côté une vue simple, donc c'est là que vous allez retrouver vos codes, vos fichiers. Je vais vous le montrer, ça ne sera pas long. Et une vue détaillée qui est habituellement l'endroit où est-ce que vous travaillez le plus, qui va être un petit peu plus large aussi. Donc, juste pour qu'on puisse se situer avant que je vous fasse un partage d'écran. Donc, allez, voir, c'est ici. OK. Donc, je vais juste vous faire réapparaître. Voilà. Donc, normalement, vous devriez voir ici le logiciel. Est-ce que ça va? Donc, la plateforme InVivo. Donc, là, ici, pour le bien de la démonstration, je ne partirai pas du début complètement de la création d'un fichier. Donc, le fichier ici, je parle du fichier projet de InVivo. Donc, quand vous allez rentrer dans InVivo, la première chose que vous allez avoir à faire, si vous n'avez pas de fichier projet, ça va être d'en créer un. Donc, ils vont vous demander là, quelques informations comme est-ce que vous voulez faire des sauvegardes automatiques, par exemple, de votre fichier? Est-ce que vous voulez avoir un rappel à toutes les 15 minutes de faire une sauvegarde de votre fichier? Donc, des choses comme ça que vous allez avoir à définir au début. Puis, une fois que vous avez fait ça, vous vous retrouvez devant cette plateforme-ci qui est vide. Mais ce qui est assez intéressant avec la dernière version, là, je dirais, de InVivo, c'est que vous avez... est-ce que vous voyez aussi la souris quand elle se déplace? Parfait. C'est que vous avez aussi là, des informations sur à quoi sert chacune des sections ici dans votre panneau de navigation à gauche. Donc, par exemple, les fichiers. Bien là, on sait que vous pouvez créer des nouveaux documents. Donc, vous avez quelques informations ici. Donc, la même chose, j'irai un peu plus tard sur les liens à, par exemple, qui est une fonction plus avancée que je vous dirais, je n'utilise pas vraiment. Bien, vous avez la description de « OK, c'est quoi cette fonction-là? » Et vous pouvez même aller chercher plus d'informations directement. Donc, InVivo, là-dessus, il est vraiment bien fait. Vous avez certains tutoriels. Le menu d'aide est assez... vraiment aidant. Aussi, c'est facile de trouver les informations. Vous avez souvent des captures d'écran, tout ça. Donc, il y a moyen quand même d'explorer un peu à tâtons dans le logiciel. Donc, je vous présente ici plus au niveau de l'organisation des données avant qu'on aille dans le codage pour que vous puissiez comprendre un peu comment c'est fait. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de tout consigner au même endroit. Donc, normalement, quand vous avez votre fichier vide ici, vous allez seulement avoir dans vos données, fichier, classification du fichier et alias. C'est ce que vous allez avoir de base. Mais vous pouvez créer des dossiers et c'est ce que j'ai fait pour l'exemple. Donc, ici, j'ai créé un dossier pour mes entretiens individuels, les entretiens de groupe, l'analyse de documents, mes articles scientifiques, des observations, des photographies. Vous pourriez avoir autant de dossiers que vous le souhaitez, qui se placent en ordre alphanumérique. Donc, c'est pour ça que mettre des chiffres au début, ça peut vous permettre de le mettre dans l'ordre que vous souhaitez, par exemple. Mais vous pourriez directement importer là, vos données dans vos fichiers. Donc, les fichiers ici, comprenez qu'on réfère vraiment à c'est quoi les données qu'on va aller analyser à l'aide de InVivo. Donc, par exemple, dans mes entretiens, j'ai rajouté ici 4 entretiens. Donc, ça me fait la liste ici dans notre vue simple. Et si je veux regarder comment est codé l'entretien de Paul, par exemple, j'irai double-cliquer ici. Et je vais avoir sur le côté
l'entretien de Paul. Comme ça, qui est tout codé et donc tout surligné ici. Par défaut, votre codage n'est pas surligné et vous n'avez pas non plus les bandes d'encodage sur le côté. Donc, par défaut, c'est ça que vous allez voir. Et au fur et à mesure que vous codez, si vous activez les fonctions, donc ici, bande de codage, je vais mettre tout. Ça serait comme mes notes dans la marge pour savoir qu'est-ce que j'ai codé sur le côté, ici. Ou encore, je peux aussi surligner pour savoir je suis rendu où. Donc, par exemple, s'il me restait un paragraphe que je n'avais pas complété, ben là, il ne serait pas en jaune, puis je pourrais aller surligner plus tard. Mais je vais vous parler du codage dans un instant. Je voulais juste que vous voyez la vue détaillée. Donc, j'ai ici mes données. Si je voulais, si je voulais rajouter un autre entretien, j'ai souvent plusieurs chemins pour arriver à la même destination dans NVivo. Donc, j'ai mon clic droit pour importer des éléments, par exemple. Et je pourrais aller chercher dans mes dossiers ce que je veux importer. J'ai aussi la possibilité d'aller en haut dans ma barre de menu. Vous me dites si jamais je vais trop vite. Je peux ici importer des fichiers. Et vous avez vraiment votre menu contextuel. Là. Si vous voyez, je laisse ma souris là, ça me dit c'est quoi fichier. Si j'irais par exemple à Codebook, ça me dit « Ah, mais tiens, je peux importer la structure de code d'un autre projet. » Donc, vous avez quand même de l'information pour savoir qu'est-ce qui est quoi, plus ces petits icônes qui aident quand même aussi. Donc, je pourrais importer un autre entrevue ici. Vous voyez, j'ai séparé séparément, j'ai mon entretien de groupe. Je pourrais avoir des documents ou des articles scientifiques. Donc, je vais vous montrer, je vais vous donner un exemple là, si j'importais un fichier ici dans mes articles scientifiques. Donc, on va le faire ensemble. Alors, je vais faire importer fichier. Sur mon bureau, j'ai mis un article en PDF. Je l'ouvre. Okay. Et vous avez la petite case ici qui s'appelle « Créer un cas pour chaque fichier importé ». Je vais vous parler des cas tout à l'heure. Donc, je vous invite à ne pas cocher cette case-là si vous ne savez pas comment vous allez utiliser les cas dans votre projet. Donc, ici, je ne la cocherai pas, mais je vais vous parler un peu de comment ça fonctionne dans un instant. Alors, j'importe mon fichier. Et là, ça va me demander, bon, est-ce que je veux amener une description, par exemple, là, au nom de mon article? Est-ce que j'aurais voulu le renommer? Et je pourrais aussi avoir une classification ici. Donc, je vous le montre déjà, mais je vais vous expliquer après sa consistance. Alors, je le laisse là pour l'instant. Je vais juste l'importer. J'ai mon article ici en PDF. Et si je vais l'ouvrir, là, c'est vraiment mon PDF dans son format habituel que je peux aller sélectionner des passages et les coder comme je le ferais avec un article. Donc, je vais le fermer pour l'instant. Ça sera la même chose avec des observations, avec des photographies. Donc, c'est vraiment là, tous vos fichiers se trouvent à cet endroit-ci. Je reviens à la classification dans un moment, mais je vous présente un peu les autres sections que vous avez dans votre panneau à gauche. Donc, après vos fichiers, vous avez ici l'encodage. Donc, différents types d'encodage qu'on va voir ensemble. Je dirais celui qu'on utilise le plus, c'est vraiment les codes. C'est la fonction de base que vous allez utiliser nécessairement. Dans NVivo, c'est l'utilisation des codes. Donc, si je clique ici, là, ça voudrait dire que j'ai 4 codes que j'ai créés jusqu'à maintenant dans mon codage. Réalistement, vous risquez d'avoir beaucoup plus de codes que ça. Donc, un projet sur lequel on travaille en ce moment, on a 25 entrevues, on a plusieurs centaines de codes. Donc, c'est normal qu'il y en ait plus que ça, mais ici, c'est pour le bien de l'exercice. Donc, vous avez ici vos codes. Et vous avez un peu plus bas les cas. Donc,
un cas, c'est quoi? Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Un cas peut être vos personnes participantes. Donc, chaque personne participante est considérée comme un cas. Vous pourriez avoir un cas qui, par organisation, par entreprise, par exemple. Vous pourriez séparer vos cas par secteur. Donc, par lieu même, là, des enquêtes ethnographiques, là, où est-ce qu'on va se déplacer dans des quartiers, les lieux peuvent devenir des cas qu'on va analyser. Donc, ça dépend vraiment de la nature de votre projet. Et les cas, ce qui nous permettent de faire, quand on prend le temps de les définir, c'est que vous pouvez faire ressortir vos codes selon les cas. Donc, croiser ces informations-là pour dire, par exemple, je ne sais pas moi, je suis dans une entreprise, puis j'ai été questionnée à la fois des gestionnaires, des employés, mais je veux qu'ils me sortent les codes spécifiquement associés aux employés et ensuite spécifiquement associés aux gestionnaires. Donc, c'est ce que ça me permet de faire, l'utilisation des cas. Et ces cas-là, mais on a avantage aussi à créer une classification des cas si on les utilise. Donc, je montre quelques exemples. L'idée dans la classification, le premier truc, c'est d'y penser avant de commencer à tout importer, donc pour être capable là, de faire le suivi. Mais en fait, c'est comme si vous attribuiez des variables à vos cas. Donc, je peux avoir, ici, vous avez quelques classifications qui ont été créées. Donc, par exemple, j'ai une classification pour mes cas de type personne, parce que j'ai fait des entrevues. Bien, pour chaque cas personne, je veux aller chercher l'âge, je veux aller chercher le genre. Je pourrais aller chercher le dernier diplôme obtenu, toutes vos données sociodémographiques, là, donc tout ça, c'est possible de les consigner à cet endroit-là. Ça veut dire que vous pouvez faire ressortir à ce moment-là vos codes selon le genre, vos codes selon des tranches d'âge. Donc, ça vous permet d'organiser vos données de cette façon-là si c'est pertinent pour vos projets. Donc, je pourrais avoir la même chose si j'ai des observations. Ben, un des éléments que je voudrais aller voir, c'est le lieu, par exemple, où l'observation s'est faite. Donc, voilà. Fait que ça, c'est vraiment vous qui avez la liberté de créer cette classification-là. Donc, si on faisait l'exercice ensemble, juste pour que je montre la fenêtre quand on crée ça, ça ressemble à quoi? Donc, la même chose, vous pourriez y aller dans créer une classification de cas, ici. Puis la même chose, vous pourriez faire aussi le clic droit, nouvelle classification. Bon, toujours plusieurs chemins. OK, donc là, je veux créer une classification. Bon, là, on a les personnes, on a les observations. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Je veux une classification. Bon, je vais y aller quand même avec ma personne 2. Je pense que c'est ce qui est le plus simple et qu'on utilise le plus souvent. Et je vais aller faire OK ici. Donc, j'ai ma classification personne. Et à partir de la classification, je veux aller voir, je vais aller créer ce qu'on appelle des attributs, en fait. Moi, je vais juste pas vous mélanger. Voilà, OK. Fait que je vais faire un clic droit ici, nouvel attribut. Donc, l'attribut, en fait, c'est quoi? C'est la variable que je veux attribuer à chacun de mes cas de type personne. Donc, ici, je voudrais avoir, par exemple, là, dans notre cas personne, on n'a pas le type diplôme. Fait que je vais aller mettre diplôme. Et je peux décider ici, c'est quel type d'attribut. Donc, si je me dis, ben, je ne sais pas d'avance ça va être quoi les catégories parce que les gens vont avoir plein de diplômes différents, ben, je pourrais laisser au niveau texte. Mais je pourrais aussi préciser déjà certaines valeurs qui vont être attribuées. Ou si, par exemple, c'est une durée d'entrevue, je peux mettre un nombre
une date. Ça vous permet de placer vos données en ordre chronologique, par exemple. Donc, vous choisissez ici c'est quoi la nature là, de ces données-là. Et vous avez un deuxième onglet qui est « Valeurs ». Donc, dans les valeurs, vous pourriez déjà ajouter certaines valeurs, mais vous pouvez en ajouter au fur et à mesure aussi. Donc, si je sais, si par exemple pour le diplôme, moi, ça ne m'intéresse pas de savoir c'est quoi exactement le diplôme, mais je veux savoir si c'est universitaire ou si c'est un diplôme d'études secondaires, bien à ce moment-là, je pourrais rajouter un diplôme d'études secondaires. Et je pourrais rajouter, par exemple, maîtrise. Bon, vous comprenez le principe. Et je vais aller décider aussi c'est quoi ma valeur par défaut. Donc, que si je ne dis pas c'est quoi ma classification, il va me dire, bon, ben par défaut, on prend pour acquis que les gens ont au moins un diplôme d'études secondaires, par exemple. Mais je pourrais aussi lui dire, c'est pas assigné ou encore, comme laissez-moi gérer ça dans mes données, on va dire que c'est non applicable si je ne décide pas de mettre cette classification. Donc, voilà. Oui. Donc, j'ai ma classification personne avec mon attribut diplôme dont les valeurs sont ce qu'on a vu plus tôt. Maintenant, je vais retourner avec vous dans les entretiens. Donc, par exemple, j'ai l'entretien ici avec Jean, qui ressemble à ça ici. Bon, qui est vide. Il n'y a pas grand-chose à dire, Jean, dans ce contexte-ci d'entrevue. Donc, mon cas ici, je peux aller rajouter une classification. Ici, de type personne 2. Je ne sais pas si vous voyez dans l'écran, là, c'est tout bas. Hein? Donc, alors, on se retrouve à avoir les informations sur ce cas-là. Donc ça, si vous vous rappelez, c'est la même fenêtre qu'on avait tantôt quand on a rajouté, l'article. Donc, ça serait le même principe. Alors, ici, j'ai l'entretien. Mais je vais juste aller ici à droite dans « Valeur d'attribut ». C'est une classification de type personne 2. Alors, j'ai mon attribut diplôme, j'ai ma valeur non applicable, qui était ma valeur par défaut, et je vais aller dire « Jean a ici, un doctorat ». Et je vais faire « OK ». Donc, vous avez la possibilité de rajouter, d'aller ajuster pour chacune de vos données en fonction de cette classification-là. Mais ça vaut vraiment la peine de le réfléchir au début de votre projet. De un, pour s'assurer que vous allez chercher ces données-là pour vos entrevues, mais ensuite, pour pouvoir vous créer une structure dans laquelle, à chaque fois que vous rajoutez une nouvelle entrevue, vous allez rajouter ces informations-là pour s'assurer de le faire de manière systématique. Mais vous avez toujours la possibilité de le faire plus tard si vous vous rendez compte que c'est un besoin pour vous dans vos analyses, puis d'aller le changer à la main, c'est quand même une possibilité. Donc, ça, c'est une fonction qu'on n'a pas nécessairement besoin d'utiliser dans NVivo, mais qu'au niveau de la gestion et de penser le projet, c'est quand même, pour moi, c'est une fonction qui est quand même assez intéressante. Puis ça vous permet aussi de sortir vos statistiques descriptives de vos personnes participantes quand vous allez décrire vos participants dans votre méthode également. Donc, je vous ai parlé ici des classifications de cas et des cas. Donc, vous avez le même principe un peu plus haut, mais avec la classification du fichier. Et la distinction entre les deux n'est pas toujours si évidente que ça quand nos fichiers correspondent à nos cas. Donc, par exemple, mon entretien individuel correspond à mon cas Paul, mon cas Jérémy, mon cas Rachel. Mais ici, il faut vraiment le penser en termes de fichier. Donc, ça veut dire que mes classifications vont être plus, comme là, j'ai une classification de type ici, entretien, puis référence, pour une référence bibliographique. Donc, dans ma classification entretien, bien là, je n'aurai pas des détails sur l'âge, le genre, des choses comme ça. Je vais plutôt dire, c'est quoi la durée de mon entretien?
C'est quoi le type d'entretien? Est-ce que c'est un entretien semi-dirigé, par exemple, un entretien formel, un entretien de groupe? C'est quoi la date de l'entretien? Donc, c'est vraiment plus sur nos fichiers. Donc, ça veut dire, par exemple, vous pourriez avoir un fichier qui est un entretien de groupe. Mais dans votre fichier entretien de groupe, vous avez plusieurs personnes et donc plusieurs cas. Donc, vous pourriez coder avec chacun de ces cas-là. Fait que c'est vraiment là qu'on fait la distinction. Si vous faites juste des entrevues individuelles, vous pourriez décider de juste tout mettre dans votre classification de fichiers ou tout mettre dans votre classification de cas. Là, c'est pas un enjeu, mais plus vous avez de données diversifiées, il y a quand même une nuance à faire entre la classification de cas et la classification de fichiers. Fait intéressant aussi, dans cette version-là, je ne sais pas s'il y a des personnes parmi vous qui utilisent Zotero, mais vous avez la possibilité, quand vous importez vos articles, de faire le pont avec Zotero et qui vous importe aussi toutes les données sur vos articles pour faire le pont avec les deux. Donc ici, c'est ce que j'avais expérimenté et vous voyez la classification, ils me l'ont fait automatiquement. Donc j'ai ici type de référence, auteur, année, titre, auteur secondaire. Donc vraiment, là, tout s'est fait tout seul. Après ça, vous pouvez choisir vraiment les attributs qui sont utiles pour vous. Mais sachez que c'est quand même une possibilité là, de faire le pont avec les deux, là, si jamais c'est quelque chose que vous utilisez. Et on pourrait avoir une classification, par exemple, pour, je sais pas, moi, on fait l'analyse d'œuvres d'art, ben, pour ces œuvres-là, on veut colliger certaines informations. Donc, c'est vraiment, vous avez vraiment la liberté de créer les classifications que vous souhaitez. Voilà, donc ça, c'est pour l'organisation, je vous dirais, des données. Avant qu'on aille voir le codage, je veux revenir avec vous au PowerPoint, mais peut-être voir jusque-là si ça va, le rythme est bon, c'est correct. Maxime? Est-ce que je peux poser une petite question, Roxane? Dans le fond, on a parlé tout à l'heure de l'importation de fichiers. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des formats de fichiers qui sont à déconseiller ou à conseiller tout particulièrement? Tu as utilisé PDF, ça donne un bon rendu. Un fichier texte, bloc-notes, est-ce que c'est aussi une bonne idée? Quel est ton avis là, sur ça? Oui, ben il y a quand même beaucoup de formats de fichiers maintenant qui sont acceptables. Donc ça, c'est quand même intéressant. Fichier PDF, si pour vous, c'est aidant de garder la même mise en page, ça fonctionne assez bien avec le PDF. Si vous avez des anciens PDF qu'on n'est pas capable de surligner le texte, là, il faudra peut-être faire un traitement à votre PDF qui est un traitement OCR. Je me souviens plus c'est quoi exactement les mots, là. Mais la plupart des logiciels PDF vous permettent de le faire aussi. Puis après ça, là, ça veut dire que vous allez être capable de surligner et de coder à l'intérieur de votre PDF. Vous avez aussi la possibilité, quand vous codez, de coder par zone. Fait que ça veut dire, par exemple, vous avez un graphique, puis vous voulez juste sélectionner une partie de ce graphique-là et attribuer un code à cette portion-là. C'est quelque chose qui est possible aussi. Donc, ça veut dire que ça accepte aussi les photos, les illustrations. Vous avez quand même plusieurs choses. Vous avez aussi la possibilité de coder directement, par exemple, à partir d'un audio ou d'un vidéo aussi. La seule chose, c'est que vous n'allez pas pouvoir importer le vidéo. Fait qu'il faut vous assurer que votre vidéo reste toujours à la même place, parce que sinon, il ne sera plus capable de faire le lien avec cette vidéo-là. Mais c'est quelque chose qui est possible aussi. Personnellement, je trouve les transcriptions, c'est beaucoup plus facile à gérer dans le processus, mais c'est quand même des choses qui sont possibles. Là-dessus, je dirais qu'il y a peut-être un désavantage à utiliser le PDF versus un document Word, par exemple. Fait que je vais vous montrer un peu les codes, ça ressemble à quoi. Donc, par exemple, on va aller dans un des entretiens. Vous avez l'entretien de Paul, par exemple. Je vais déplacer ça ici.
vous avez la possibilité, quand vous codez, soit d'avoir vos codes à gauche ici, ou encore d'utiliser ce qu'on appelle le panneau de code. Donc, pour que le panneau de code apparaisse, on va cliquer ici, à panneau de code, et vous avez un panneau. L'avantage du panneau versus ce que vous avez à gauche, c'est qu'il est plus petit. Donc, vous avez vraiment une vue d'ensemble beaucoup plus facilement sur vos codes. Mais les deux fonctionnent de la même façon. Vous pouvez cliquer, glisser vos passages. Dans les PDF, il n'est pas possible de faire apparaître le panneau de code. C'est là que j'allais. Donc, si c'est vraiment facilitant pour nous de travailler avec ça, il faut savoir que dans le PDF, ça ne permet pas d'utiliser cette fonction-là. Donc, je peux peut-être vous parler un peu de codage. Ça répondait à la question. Merci beaucoup. Okay. Super. Roxane, je m'excuse, il y a une question dans le chat d'Audrey qui demande si on peut faire le pont avec EndNote de la même manière qu'avec Zotero. Il est vraiment avec Zotero. L'intégration actuellement est avec Zotero. Il y a peut-être la possibilité, si dans EndNote, vous pouvez exporter votre bibliothèque dans un format qui est compatible avec Zotero, ensuite de l'importer. Mais ça, je vous dirais, j'ai moins travaillé avec ça. Puis là, je vois une autre question aussi pour l'importation de bibliographie pour voir un exemple. Comme j'ai moins travaillé avec ça, c'est peut-être plus avancé. C'est récent, en fait, comme fonction. Là. Il ne l'avait pas avant le Release 1. Je ne ferai pas une illustration avec vous aujourd'hui, mais par contre, je pourrais me le prendre en note que si jamais il y a une autre activité en ce sens-là, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait approfondir ensemble. Mais sachez quand même que ça existe. Puis les tutoriels en ligne de InVivo sont quand même bien aussi. Fait que déjà, là, vous pouvez explorer à l'intérieur de ça. Mais je propose de ne pas le faire aujourd'hui pour qu'on se concentre sur les fonctions un petit peu plus de base. Voilà, donc je voulais vous parler de codage. Donc, je vais revenir avec vous pour le PowerPoint. Puis là, j'imagine que ça va être mieux pour vous comme ça. Oui. OK, super. Fait que je parle de codage depuis tantôt, en fait, là. Mais si on regarde ensemble, qu'est-ce qu'on veut dire par code? Puis, vous pouvez tenter des réponses aussi là, dans le chat. C'est quoi un code? Est-ce que c'est la même chose qu'un thème? Est-ce que c'est la même chose qu'une catégorie? Est-ce que c'est la même chose qu'un énoncé? Qu'est-ce qu'on veut dire par code? Fait que je serais juste curieuse de voir s'il y a quelques personnes qui veulent écrire là-dessus là, avant que je revienne à qu'est-ce qu'on veut dire par là. Ça correspond à quoi un code? Donc, pour les personnes qui ont l'expérience avec UDA Manor, par exemple, qu'on a une classification, unité de sens, un attribut, fonction de la question de recherche, une variable, une unité d'analyse. Okay. On voit qu'il y a quand même plusieurs réponses différentes. Donc, le code dans InVivo, parce que le code, ça peut référer à plusieurs choses. Ça peut être le code qu'on donne à notre entretien pour l'anonymiser, par exemple. Donc, ça aussi, on va parler d'un code. Mais ici, à l'intérieur d'InVivo, c'est vraiment c'est une unité d'analyse. Puis, c'est que InVivo, il n'est pas spécifique à un type d'analyse en particulier. Il n'est pas spécifique à l'analyse thématique. Il n'est pas spécifique à la théorisation ancrée. Donc, peu importe l'unité qu'on va utiliser pour analyser, on va dire que c'est un code. C'est vous qui allez savoir votre code correspond à quoi. Donc, dans l'analyse thématique, le code, ça sera peut-être un thème,
ça sera peut-être une rubrique. Si on travaille en phénoménologie, notre code va être un énoncé phénoménologique. Donc, ça pourra référer à différentes choses. Mais c'est vraiment, on va dire, une étiquette qu'on attribue à une unité de sens, donc à un passage à l'intérieur de nos données. Donc, en ce sens-là, ça se distingue aussi d'une variable. Une variable, ça serait plus les attributs et les valeurs avec les classifications qu'on a vues tout à l'heure, quand on l'envisage dans la recherche qualitative, en tout cas, de cette façon-là, parce que je sais qu'il y a des codes dans d'autres types de recherche aussi. Si vous avez utilisé une version antérieure d'InVivo, avant, on parlait de nœuds plutôt que de code. Sauf qu'avec la dernière version, ils ont voulu uniformiser parce que il y a certains logiciels qui parlaient de code, puis là, c'est des nœuds, puis c'est la même chose, c'est mélangeant. Donc, maintenant, on parle de code et c'est nettement plus facile, selon moi, à comprendre. Sauf qu'il reste des traces, des fois, dans le logiciel qu'on parle de nœuds, que les changements n'ont pas été faits. Donc, je vous le mentionne quand même, vous allez savoir, un nœud, c'est un code. Donc, c'est cette petite étiquette-là qu'on crée. Donc, la différence, parce qu'il y a certaines personnes qui ont parlé aussi d'unité de sens, donc je vais revenir au processus de codage après. L'unité de sens, en fait, c'est la délimitation dans le discours, par exemple. Donc, on va le regarder vraiment ici, là, avec les entrevues, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Donc, quand on parle, il y a plusieurs idées dans ce qu'on va dire. Donc, tout dépendant, si vous êtes une personne verbomotrice, vous allez peut-être avoir 4-5 idées dans une même phrase, alors qu'une autre personne va être très structurée, puis pendant plusieurs phrases, on va toujours parler de la même idée. Donc, cette délimitation-là, naturelle dans le discours, c'est ce qu'on va appeler l'unité de sens. Donc, ça ne sera pas toujours la même longueur dans une transcription de verbatim, par exemple. Donc, des fois, vous pourriez avoir même 2 unités de sens dans une même phrase, puis d'autres fois que ça va prendre beaucoup plus d'espace. Et ça dépend du niveau de détail que vous choisissez d'avoir dans votre analyse aussi. Donc, je vous ai mis un exemple sur le PowerPoint où est-ce que chaque passage surligné correspond à une unité de sens auquel on a attribué un code. Donc, dans ce contexte-ci, on va dire que les codes correspondent à des thèmes dans l'analyse thématique. C'est peut-être celle qui est la plus accessible. Donc, le logiciel ne va pas faire l'analyse à notre place. C'est nous qui allons déterminer c'est quoi le passage auquel on choisit d'attribuer un code et comment on nomme ce code-là. Donc, si on regarde les extraits ensemble, ici, c'est un projet de recherche sur les passions. On veut savoir c'est quoi une passion, par exemple. Donc, la personne dit « Quand je vis une de mes passions, c'est quand je joue de la musique, finalement. Je m'installe à la guitare ou au piano, je joue. Passer du temps comme ça, ça me permet de me perdre dans mon esprit. » Mais vous voyez ici qu'il y a comme 2 idées. Il y a « c'est quoi la passion? » Puis il y a aussi « la passion amène à se perdre dans son esprit. » Donc, il y a vraiment comme 2 choses distinctes. Ça, c'est les unités de sens. Et des fois, vous allez avoir comme 2-3 paragraphes que vous dites, ben, ça ne me sert à rien dans mon projet avec la question de recherche que j'ai, de le décortiquer en plein de petits morceaux. Mais tout ça, mis ensemble, ça correspond à un code qui est quand même utile, puis une illustration du phénomène qui nous intéresse. Mais ça se peut que j'aille une page au complet qui soit, dans ce cas-ci, mon unité de sens. Donc, c'est vraiment vous, avec vos projets, mais surtout avec vos questions de recherche, qui allez déterminer comment vous faites cette distinction-là et comment vous nommez aussi vos codes. Et ça, c'est vraiment dépendant de votre méthode d'analyse. Dans InVivo, ce qui est le plus facile à faire, je dirais, c'est des méthodes d'analyse qui sont plus descriptives, comme l'analyse thématique, où est-ce que justement, on cherche à classer puis à attribuer des thèmes à ces passages-là. Et il y a une autre fonction que je vais vous parler tantôt qui nous permet d'aller peut-être un petit peu plus loin au niveau analytique aussi. Donc, comment ça va se passer, le processus de codage? Ici, je vous explique les grandes lignes, mais là aussi, ça peut varier. Mais je dirais que c'est peut-être ce qu'il y a de commun habituellement dans comment qu'on va faire ça, comment qu'on va coder.
Donc, l'idéal, c'est vraiment de s'appuyer sur une méthode pour faire notre analyse, puis c'est de voir comment on transpose cette méthode-là à l'intérieur du logiciel. Donc, vous allez avoir une première étape, je reparle vraiment des bases aussi, qui va être de vous approprier vos verbatims ou vos données. Donc, on va parler d'une lecture flottante qu'on va lire. Verbatim, juste pour avoir une idée de qu'est-ce qu'il y a de l'ensemble de nos données, parce que ça se peut que des fois, ils nous disent des choses, on est comme, je comprends pas trop, mais si j'ai lu la fin de mon entretien, je fais, ah oui, c'est parce qu'ils vont en parler plus tard de cet élément-là. Donc, c'est vraiment une étape qui est importante, surtout si vous n'avez pas fait vos entrevues vous-même, par exemple. Ensuite, on va repérer les unités de sens. Donc, c'est ce qu'on vient de voir ensemble. Donc, à chaque unité de sens, on va tenter d'accorder un code. Donc, ça veut dire, c'est pas on repère toutes les unités de sens et ensuite on code tout. C'est au fur et à mesure, unité de sens, on y met un code, unité de sens, on y met un code. Ce qui est recommandé aussi, surtout si on travaille en équipe, c'est de définir les codes. Je vais vous montrer comment on fait ça dans InVivo. Mais l'idée, c'est que si vous êtes plusieurs, bien, que vous utilisez le même code pour la même chose. Donc, on veut que notre code soit suffisamment explicite, normalement, pour qu'il évoque la même chose chez tout le monde. Mais des fois, quand ils sont plus complexes, ça vaut la peine de les définir. Ensuite, on va les mettre en lien. Ce n'est pas des étapes qui sont coupées au couteau. Fait que ça se peut qu'on a trouvé 3-4 codes, on est déjà capable de les organiser un peu pour s'y retrouver. D'autres fois, on va préférer attendre plus loin pour ne pas être trop cadré dans une structure de code aussi. Donc là, ça dépend vraiment de la nature de vos projets, des directions que vous prenez. Jusqu'à avoir une étape où est-ce qu'on dit, OK, là, on a codé tous nos entretiens. Est-ce que ça fonctionne, la structure, notre arborescence de code? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut déplacer? Est-ce qu'il y a des codes finalement qu'on ne retient pas par rapport à notre question de recherche? Donc, il y a souvent une espèce de deuxième tour qui va se faire à la fin du projet. Et tout ça, c'est un processus itératif. Donc, je peux renommer des codes, finalement retourner au premier pour dire « Hey, je ne pensais pas que c'était pertinent ce passage-là, mais finalement, peut-être que oui quand on regarde le prochain. » Donc, c'est pas nécessairement linéaire comme projet, mais comme un processus, mais ça vous donne quand même une petite idée là, de comment ça peut fonctionner. Retournons maintenant à notre logiciel. OK. Voyez-vous toujours InVivo? OK. Donc, je vais aller voir. OK. Donc, ce que vous voyez ici avec l'entretien de Rachel, si on regarde nos bandes d'encodage à droite, j'attire votre attention sur la bande en rose ici. Donc, qui dit Rachel, que vous n'avez pas besoin de lire comme ça. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est que tout le fichier ici, tout l'entretien est codé avec le cas Rachel. Donc, je vous disais, on peut faire de l'analyse par cas. Donc, par exemple, si Rachel était aussi présente à l'entrevue de groupe, puis qu'elle nous rajoute d'autres choses, mais on pourrait prendre son extrait qu'elle parle dans l'entrevue de groupe et le coder avec le cas Rachel. Mais ici, c'est comme tout un même entretien. Donc, l'ensemble de ce fichier-là est codé avec le cas. C'est pour ça aussi que tantôt que quand on ajoutait un élément, donc j'ai ajouté le PDF, j'avais la possibilité de cocher une petite case que je vous ai dit, si vous ne savez pas qu'est-ce que vous faites avec ça, cochez-la pas automatiquement. C'est qu'ils vont vous créer un cas, par exemple, pour votre entretien directement, si vous faites ça de cette façon-là. Donc, pour l'encodage, ici, là, je vois que tout est surligné, fait que c'est comme si j'avais tout codé. Ce qui est un peu le cas, en fait, parce que j'ai tout codé avec Rachel. Mais là, moi, Rachel, j'ai pas besoin de ça. Je veux savoir est-ce que j'ai codé au niveau de ma question de recherche qui est sur les patients. Donc, ce que je vais aller faire ici, c'est que, ici pour le surlignage, je ne veux pas avoir l'ensemble de l'encodage. Je veux aller choisir qu'est-ce qui me fait apparaître. Okay, donc, on va aller choisir encodage pour les éléments sélectionnés.
Et je vais dire, moi, je ne veux pas que tu me fasses ressortir le surlignage des cas. Je veux juste avoir les codes. Et je vais faire OK. Fait que là, vous voyez, c'est encore codé Rachel. Mais je vois que, ah tiens, ce paragraphe-là, je ne l'avais pas codé. Ces autres paragraphes-là non plus, c'est juste ce bout-là que j'ai fait. Donc, ça peut vous être utile, surtout si vous avez comme plusieurs couches d'analyse pour savoir là, où est-ce que vous en êtes. Vous avez aussi la possibilité dans NVivo d'utiliser une fonction qui vous permet de vérifier la fiabilité intercodeur. Donc, par exemple, là, je fais un premier codage avec une grille de code qu'on s'est déjà donné ensemble. Et là, je ne veux pas voir les codes de l'autre personne parce que je veux faire mon propre codage, par exemple. Bien, je pourrais faire disparaître tout ça, faire mon propre codage et ensuite faire une comparaison entre les deux. Donc, c'est une fonction qui existe. Alors, j'ai fait la lecture de ce verbatim-là, j'ai déjà fait ma lecture flottante, je sais de quoi Rachel parle et je décide que je veux coder ici juste le premier passage sur le plein air, par exemple. Là, je ne ferai pas nécessairement des bons codes. C'est vraiment juste pour vous montrer ça ressemble à quoi. Donc, vous avez plusieurs chemins. Une des choses que vous pouvez faire, c'est clic droit, encoder la sélection. Et là, je me dis, ah, mais dans le fond, je n'ai pas besoin de savoir spécifiquement que c'est le plein air. Je veux juste recueillir toutes les passions de mes personnes participantes pour être capable de les retrouver puis les décrire. Bien, j'irai chercher mon code qui est déjà existant, passion. Et je ferai encoder. Donc, vous voyez, c'est pas long. Vous voyez à droite là, qu'il y a passion qui est apparu. Ça télécharge. C'est pas toujours aussi long, je vous rassure. Plus l'ordinateur travaille, plus ça peut arriver. Plus vous avez de données aussi dans votre fichier, plus c'est quelque chose qui peut arriver. Là, j'ai travaillé avec une équipe qui avait un peu plus qu'une centaine de textes, puis NVivo peut être plus difficile, peut avoir plus de misère dans ces contextes-là. Je vais voir, je vais peut-être avoir à redémarrer. Est-ce que tu veux, Roxane, que l'on en profite? Il est 11 heures, ça fait 1 heure, on est à mi-parcours, qu'on en profite peut-être pour qu'on fasse une petite pause. On se dit, si les participantes sont d'accord, juste un 5 minutes, se dégourdir les jambes, aller à la toilette pour celles qui le souhaiteraient. Puis, on se revoit là, à 11h05 avec un NVivo qui va avoir fini de digérer l'opération. Ça vous va? Parfait. Merci beaucoup, Mathieu. À bientôt. Est-ce que je pourrais te poser une question? Oui. Je vois que ton codage est tout avec des bandes horizontales. Est-ce que c'est possible de l'avoir verticalement? Pas les bandes, mais l'écriture, oui. Oui, c'est ça, je veux dire, l'écriture. Fait que si tu cliques sur la petite bande, c'est ça, ça te met ça verticalement. OK. Puis ça peut pas te le faire sous forme d'arbre comme QDA, parce que QDA, tu fais comme vraiment comme un genre d'organigramme, là. Il ne fait pas ça comme ça. L'organigramme, en fait, va être l'organigramme de l'ensemble des codes. Oui, c'est ça. On peut l'avoir comment, ça? Ça, oui, en fait, là, on va voir est-ce qu'il va me débugger ou pas. Dans le fond, quand on va voir nos codes ici, comme ça, là, c'est que j'en ai pas d'arborescence. Mais si j'allais placer,
je vais le montrer tantôt. Si j'allais cliquer glisser, c'est ici que serait toute mon arborescence de code. Ah, OK, parfait. Puis, j'ai une question. Tu as parlé du journal de bord. Est-ce que le journal de bord des entrevues, par exemple, tu sais, des fois, je fais une entrevue, puis il y a du non-verbal, là, tu sais, quand même assez parlant. Moi, je travaille en santé mentale. Donc, quand on a des fois des contradictions dans le discours des participants, bref, notre ressenti, c'est un peu suivant une entrevue, on le consigne, des difficultés vécues dans l'entrevue, tout ça. Est-ce qu'on peut intégrer ça dans la vie? Oui, oui, tout à fait. Puis probablement que la fonction idéale pour le faire serait les mémos. Comme ça nous permet de distinguer qu'est-ce qui est l'ordre de nos données, mais je vais le présenter tantôt aussi. Et le quoi, tu dis? C'est la fonction de mémo. Mémo, OK. Puis finalement, ma dernière question, c'est que j'ai vu dans mon NVivo qu'il y a une section qui s'appelle Explorer, puis qui dit qu'on peut structurer en fonction de questions de recherche, mettons. Donc, je comprends qu'on pourrait avoir, mettons, parce que là, je m'en vais vers ça, un projet d'analyse de données secondaires, je pourrais avoir plusieurs codages complètement différents en fonction de questions de recherche différentes pour les mêmes entrevues. Oui, parce qu'on peut avoir des dossiers, au même titre qu'on avait des dossiers dans les données, les entrevues, par exemple. On peut aussi avoir des dossiers de code. Donc, on pourrait sélectionner juste un dossier à la fois, par exemple, puis avoir plusieurs couches de code sur les mêmes données. C'est intéressant. Puis, est-ce qu'on peut faire du mix méthode avec Andy? C'est pas... J'ai l'impression qu'ils tendent à aller vers ça, fait que j'ai hâte de voir la nouvelle version, qu'est-ce que ça va permettre de faire, mais il y a d'autres logiciels maintenant qui sont peut-être plus spécialisés pour le mixte. OK, parfait. Bon, je m'excuse, j'ai bombardé de questions, mais il faut que je parte un peu avant. Je m'en vais dans une conférence, fait que j'avais comme bien des questions précises. C'est parfait. Merci, c'était super clair. Super, au plaisir. Donc, j'ai répondu à quelques questions, mais je n'arrive pas à fermer mon NVivo. OK. As-tu essayé CTRL-ALT-DELETE? Je vais réessayer ça. Dans le gestionnaire, là, si tu fais une fin de tâche ou une fin de processus, des fois, il shut down le processus avec comme toutes les... C'est ça, je vois mon ordinateur, la fan roule. Oui, on l'entend. Donc ça, est-ce que tu dirais que ça arrive fréquemment? Est-ce que c'est une bonne raison de vouloir, par exemple, activer la sauvegarde automatique? Oui, c'est sûr, ça vaut la peine d'activer la sauvegarde automatique. Puis, je dirais aussi de s'assurer que notre ordinateur a les requirements, là, qu'il Ouais. a les exigences minimales requises. Exact, merci. Merci pour la belle traduction. Parce que je sais, par exemple, sur mon ordinateur portable, j'ai un peu de misère, mais j'ai une tour à l'arrière, ça va super bien. OK. Fait que c'est ça, il faut s'assurer d'avoir la mémoire pour le faire, que notre ordinateur ne soit pas plein, des choses comme ça. Puis d'avoir quand même une idée de la quantité de données qu'on s'attend à avoir dans le logiciel, faire nos mises à jour régulièrement. Ouais. Est-ce que tu vois des cas, des bonnes raisons pour lesquelles on ferait le choix de ne pas activer la sauvegarde automatique? Oui, parce que certaines choses qu'on ne peut pas annuler s'il vient de faire une sauvegarde automatique. OK.
Ouais, fait que tu sais, quand c'est du codage, ça va, on désencode, il n'y a pas de Ouais. problème. Mais il y a certaines choses qu'effectivement, on pourrait ne pas annuler. Ou si OK. on se rend compte que c'est très lourd pour notre ordinateur de faire constamment des sauvegardes, puis que finalement, c'est comme pas aidant, Ouais. ça peut aussi être une autre raison. Mais si vous ne faites pas la sauvegarde automatique, vous pouvez quand même faire l'indicateur de rappel de sauvegarde. OK. C'est quand même bien aussi. OK. C'est un peu moins lourd parce qu'il ne fait pas à votre place. Donc, ça peut valoir la peine. Et vous avez les deux possibilités. Vous pouvez même avoir les deux en même temps. Super. Merci. Ben, bon, on a déjà un peu repris là, avec cette question-là, mais re-bienvenue tout le monde. Donc, on va reprendre là, pour la deuxième et la dernière portion de cet atelier. En principe, le logiciel devrait coopérer maintenant. Donc, je redonne la parole à Roxane. Merci, Maxime. Alors, on va retourner dans nos entretiens. Et on va aller voir l'entretien de Paul cette fois-ci. Puis la fan de mon ordinateur ne roule plus. Fait que c'est déjà bon signe. OK. Super. Et je vais aller, comme tantôt, je vais faire apparaître les codes, mais pas les cas, pour voir qu'est-ce que j'avais codé, pour me rendre compte que j'avais pas codé grand-chose. Alors, on va poursuivre ça. Donc, supposons, je vais prendre ce passage-là ici, où est-ce qu'on parle de classement de course. On a un autre patient ici. Je peux décider, je peux passer par plusieurs chemins. Donc, c'est ce que je vous disais là, avant qu'on prenne une pause. Je pourrais ici, je ne sais pas si vous voyez, encoder à course. Voilà. Donc, il a automatiquement créé un nouveau code ici que vous voyez, qui s'appelle course, qui n'était pas là tantôt. Je peux décider, je vais reprendre mon même passage. Je me dis, hey, non, c'est pas ça, c'est pas course finalement. Je fais mon clic droit et je peux désencoder, soit en allant choisir qu'est-ce que je vais désencoder. Donc, par exemple, je pourrais avoir des passages qui sont encodés plusieurs fois. Mais souvent, ce qu'on veut faire, c'est désencoder à partir des codes récents. Donc, je viens de faire quelque chose, je me suis trompée. Alors, je vais aller désencoder course. Donc, j'ai enlevé, course n'est plus là ici. Ça, c'est un premier chemin. Je peux aussi faire apparaître, ici, si vous avez vu, là, organiser encodage code, faire apparaître mes codes sur le côté, prendre mon passage, cliquer, glisser et le déposer dans course. Et là, il est encodé à course. Je vais aller, encore une fois, le désencoder. Donc, je sélectionne le passage où je dis, ah, ben tiens, je me rends compte que la fin, c'est pas vraiment sur la course, c'est sur la rigueur. C'est un autre sujet. Alors, je vais juste désencoder ce passage-là. Donc, je peux désencoder juste une partie aussi. C'est possible. Et là, je dis ici, ça parle de rigueur. Là, comme je vous dis, là, je fais n'importe quoi pour les codes, c'est juste pour vous montrer. Et j'ai envie, moi, de travailler avec le panneau de code parce que je trouve que c'est facilitant. Donc, je peux aller, encore une fois, cliquer, glisser directement. Ou je peux aussi aller ici, clic droit sur code, faire un nouveau code, écrire rigueur. Et après ça, aller cliquer glisser. Donc, vous avez quand même la possibilité dans votre panneau de faire des changements. C'est juste qu'ils sont un petit peu moins accessibles pour ne pas l'accrocher aussi. Donc, il faut vraiment prendre le temps de faire un clic droit sur code pour être capable de l'ajouter. Donc, ça, c'est un autre chemin que je peux prendre. Je pourrais décider aussi de prendre le passage et d'aller ici dans la petite flèche, aller voir c'est quoi mes codes les plus récents pour aller coder avec ces codes-là dans le bas.
Donc, vraiment, puis un autre chemin encore que je m'en allais oublier, vous avez en haut, encoder. Donc, soit encoder la sélection ou encodage récent. Donc, plusieurs chemins qui sont possibles. Je vais enlever ça ici pour regarder, pour avoir un petit peu plus d'espace. Bon, j'ai ici mes codes que, si on se rappelle, je les ai fait apparaître en cliquant ici dans mon panneau de navigation, code. J'ai ici mes codes et là, je me dis, OK, mais dans le fond, la course, c'est une passion. Fait que je veux aller mettre passion dans course dans passion. Donc, je clique, je tiens, je déplace et je le mets dans passion. Donc, ça, on va voir le petit plus ici. La course est dans passion. Donc, ça va vous créer une arborescence. Et vous avez la possibilité, donc vous pouvez prendre des codes que vous avez créés pour coder, mais vous pouvez vous-même vous créer des catégories dans lesquelles vous allez regrouper vos codes pour que ce soit plus facile. Donc, je vous disais, on a un projet, on a des centaines de codes. Ben, je ne fais pas apparaître ma centaine de codes sur le côté. C'est un peu décourageant. Donc, je vais aller faire le petit plus, le petit moins pour faire apparaître ce sur quoi je sais que je suis en train de travailler pour que ça soit plus facile à gérer de cette façon. Supposons je me rends compte, course, non, je veux vraiment le séparer de passion. Je peux aussi le déplacer, faire mon clic droit et le ramener à un niveau, si je peux le ramener à un niveau supérieur. Excusez-moi, je le cherche. Okay, je le trouve pas. En tout cas, je l'ai vu sur Mac il n'y a pas longtemps. Il y a une fonction ramener au niveau supérieur. Et je pense qu'il n'est pas à la même place pour celui-là. Je vais vous retrouver ça. OK, mais bref, vous pouvez déplacer. Vous pouvez aussi, supposons, bon, je vais aller replacer course dans passion. Puis là, je me rends compte que, je sais pas, moi, j'avais créé un autre code qui s'appelait faire de la course, par exemple. Là, je me dis, ah, mais j'en avais un code course finalement, c'est la même chose. Mais là, je ne veux pas retourner dans chacun de mes extraits pour aller changer vers le nouveau code. Il y a moyen de les fusionner ensemble. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, je dis par exemple, faire de la course ici. Il avait été sélectionné pour ce passage-là. Faire de la course. Bon, juste pour l'exemple. Donc, j'attire votre attention ici. Vous avez une colonne fichiers et références. Fichier, c'est le nombre de fichiers, donc souvent le nombre d'entrevues dans lesquelles ce code-là va se trouver. Et le nombre de références, c'est le nombre total d'occurrences. Donc, vous pourriez, par exemple, avoir dans une entrevue une personne qui a un même code arrive comme 5 fois. Ça peut arriver. Donc, votre nombre de références va être souvent un peu plus grand que votre nombre de fichiers. Ça vous permet de savoir chez combien de personnes, dans combien de documents, par exemple, un code apparaît. Donc, j'attire votre attention là-dessus parce que vous allez voir, on va aller fusionner, faire de la course avec la course. Donc, on en a chacun un fichier, une référence. Donc, je vais faire mon clic droit, couper. Je vais aller sur course, clic droit, fusionner dans le code sélectionné. Donc, ça, ce que ça va faire, c'est que faire de la course n'existera plus. Mais tout ce qui était codé avec faire de la course va maintenant être codé avec course. Comme ça. Ça me demande si je veux aussi lier, là, si par exemple j'avais fait des mémos que je vais vous parler dans un instant, qui sont liés à ce code-là spécifiquement. Donc, est-ce que je veux tout fusionner aussi? Donc, je vais dire oui. Et là, course, il y a encore juste un fichier, parce que c'est le même entrevue, mais il y a maintenant 2 références, alors qu'il n'y en avait qu'une seule. Donc là, ça nous confirme que les deux ont bien été fusionnés ensemble.
Et ça arrive assez couramment, là, surtout quand on a plusieurs codes où on est plusieurs personnes à travailler. On se rend compte qu'on avait nommé les choses un petit peu différemment, ou on l'avait placé à un endroit différent. Là, ça nous permet de les fusionner ensemble de cette façon. Vous avez aussi dans l'encodage, vous pourriez renommer votre code. Donc ça, c'est assez simple. On clique. Si on ne clique pas trop rapidement une fois, ça nous permet de le renommer. C'est la même chose que d'autres logiciels. Ou encore le clic droit. On va aller dans Propriétés du code. Dans Propriétés du code, ça vous permet de renommer. Donc, je me dis par exemple, je veux que tous mes codes aient une lettre majuscule. N'importe quoi. Donc, je peux faire des changements ou non. Et là, une fonction vraiment intéressante et importante, c'est la description. Donc, si j'ai des codes qui sont complexes ou si je veux donner, je ne sais pas, moi, j'ai une équipe d'auxiliaires de recherche, j'ai une grille de code déjà préétablie, je veux m'assurer qu'on les code de la bonne façon, ben, je vais écrire, ici, on parle par exemple de la course à pied. C'est pas la course de voiture. Là. La course de voiture est dans une autre catégorie, par exemple. Donc, vous auriez ici votre description. Ce qui fait que si quelqu'un se demande, je ne sais pas si je devrais coder avec le code course, peut aller voir les propriétés et aller voir cette description-là. Il y avait une question de clarification d'Anaël. Juste de même, les propriétés, tu avais le nom hiérarchique, tu ne pourrais pas comme kick out le code dans l'intérieur de Passion juste à partir de là, ou c'est pas comme ça que ça fonctionne? Je suis pas certaine d'avoir compris ta question. Si tu retournes dans les propriétés du code, oui. Le nom hiérarchique, est-ce que tu peux le modifier pour modifier dans quoi il se code ou non? Je l'ai jamais essayé. Non, il bouge pas. il est pas à cet endroit-là. Il est vraiment fixe. Ça nous donne l'impression qu'on peut le changer, là, mais il est fixe à cet endroit-là. On peut y donner une couleur, par exemple, à cet endroit-là aussi. Mais oui, je pense que je vais vous le retrouver. Quitte à vous le partager après d'une autre façon, là, parce que je l'ai utilisé vraiment souvent. D'habitude, je fais juste le cliquer dans le bas. Donc, voilà. OK. Une autre chose que je voulais vous montrer aussi, dans les codes, ça peut être utile parfois. Supposons, là, j'ai une longue arborescence, puis j'ai beaucoup de choses, par exemple, dans Passion. Vous voyez qu'il y a des choses que j'ai codées directement avec Passion ici. Donc, si je double-clique sur Passion, et c'est là toute l'utilité d'InVivo, là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me sortir tous mes extraits de verbatim codés avec Passion. Donc, je n'ai pas besoin de retourner dans chacun. Tout est là, puis ça me dit c'est dans quel fichier. S'il y en a plusieurs dans un même fichier, il va les séparer par référence 1, 2, 3. Et je suis capable, si je clique ici, il va me ramener dans l'endroit dans le verbatim où est-ce que ça se trouve, si j'ai besoin de lire un petit peu avant, un petit peu après. Donc, ça, c'est vraiment comme la fonction de base pour le codage qui est vraiment très utile. Surtout quand on arrive au moment de l'écriture. On est en train d'écrire notre thème, double-clic, nous sommes au verbatim, on choisit une verbatim préférée, on écrit. Donc, c'est vraiment très aidant. Donc, vous voyez, ça, c'est des choses que j'ai codées directement avec Passion. Mais peut-être aussi que je veux aussi qu'il me sorte qu'est-ce qu'il y a dans le course aussi. Petite question, oui. Avant que tu passes à autre chose, Roxane. La mention couverture, c'est le pourcentage que le code représente sur la totalité du document dans lequel il a été codé? C'est du fichier, oui. OK. Fait que c'est pour ça que là, c'est des toutes petites phrases, mais c'est quand même un 4-7%. C'est pas des gros entretiens, là. Mais si c'était des entretiens d'une heure et demie, ça nous donnerait une bonne idée de la proportion, en fait. OK. Super. Merci. Merci. Voilà, donc supposons je veux ressortir aussi qu'est-ce qu'il y a dans le course.
ne serait-ce que pour voir le nombre de fichiers ou de références qui est concerné par toutes les passions, donc tout ce qui est en dessous. Je vais faire clic droit, agréger l'encodage à partir des enfants. C'est pas toujours pertinent de faire ça. Donc, des fois, on dit, je sais pas, moi, j'avais une rubrique, une catégorie qui était profil des personnes participantes, par exemple. Ben là, de savoir que j'ai fait un profil pour toutes mes personnes, ça me change rien d'avoir cette référence-là du nombre de fois que le profil est utilisé. Donc, pour ça, agrégé n'est pas utile. Mais il y a d'autres fois où est-ce qu'il y a des codes, il y a des sous-codes, puis ça nous permet de dire, hey, ce regroupement-là, ce rassemblement-là est vraiment, il ressort vraiment fortement. Ben là, agréger les codes peut être utile. Donc, agréger l'encodage à partir des enfants. Vous voyez, tantôt, il y avait juste 3 références. Maintenant, il y a 5 parce que ça inclut aussi les 2 références de course. Et ça, c'est ça. Ça dépend vraiment des projets. Donc, il ne se fait pas automatiquement, mais ça permet d'avoir quand même une bonne idée là, de certains regroupements là, qui deviennent plus importants, surtout quand on commence à avoir pas mal de codes. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais vous présenter pour l'encodage. Donc, vous avez vu là, ce que j'ai fait pour accéder au verbatim ici, aux extraits concernés. J'ai simplement double-cliqué sur le code. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Vous n'avez même pas besoin d'aller dans les fonctions d'analyse. On double-clique, ça sort tout. Il y a certaines fonctions qui vous permettent simplement de dire, OK, je veux qu'il me sorte les codes, mais selon certains cas, et tout ça. Mais je n'entrerai pas dans le détail de ces analyses-là avec vous aujourd'hui. Je vous dirais, ça, c'est vraiment la fonction la plus importante. Et l'autre qui est très utile aussi, c'est la recherche textuelle. Donc, par exemple, vous savez que vous avez fait une entrevue avec une personne qui vous parlait de la course, mais là, vous ne vous souvenez plus c'est quel entretien qui vous parlait de la course. Vous n'avez pas codé encore, vous voulez retrouver cet extrait-là. Ben, vous pouvez aller faire une recherche textuelle pour aller retrouver où se trouvent ces mots-là. Pour, dans ce cas-ci, la course. Donc, je pourrais ici mettre tout simplement le mot course. J'irai chercher, j'irai préciser, donc dans les fichiers, si par exemple ça ne concerne que certains fichiers, et aller exécuter une requête. Donc ici, vous voyez en bas, parce que c'est une recherche simple, mais on peut préciser quand même certains critères. Il me dit que le mot course apparaît dans l'entretien de Paul. Donc, si je vais double-cliquer là-dessus, il m'a surligné le mot. Je le vois tout de suite. Je fais « Ah oui, c'est ça, c'est cet extrait-là que je voulais. » Et là, je suis capable d'aller choisir mon extrait. Donc, la recherche textuelle est quand même utile quand vous connaissez vos données puis vous dites « ça, on ne l'avait pas codé, mais là, je pense que c'est la même chose. » Bien là, vous êtes capable de faire votre recherche textuelle, aller le trouver. Vous pouvez aussi préciser si les mots similaires peuvent être trouvés aussi, là, ou si c'est vraiment les mots exacts ou les expressions exactes que vous avez besoin. Donc, je vous dirais, double-cliquer sur les codes, recherche textuelle, c'est les 2 fonctions que j'utilise vraiment le plus souvent. Je pense que ce serait beau pour les codes. Je voulais vous parler aussi des mémos qui se trouvent ici. Donc, je vais aller fermer mes autres fenêtres. Les requêtes pour les mots que vous cherchez, vous pouvez les enregistrer. Vous pouvez les enregistrer, par exemple, là, si vous vous intéressez vraiment à un aspect comme plus linguistique ou à des émotions, des choses comme ça, puis vous dites, OK, mais moi, je vais aller chercher, ou vous faites de la recherche dans vos articles, par exemple, vous pouvez enregistrer vos requêtes pour que quand vous avez codé d'autres choses, vous avez ajouté des données, vous puissiez repartir la requête.
Donc, il y a des fonctions comme ça qui vous permettent de ne pas avoir à toujours refaire la même chose, surtout quand vous avez plusieurs critères dans vos recherches. Donc, deux autres fonctions que je voulais vous présenter, qui se trouvent ici, dans votre panneau, sous commentaires. Donc, la fonction mémo et la fonction annotation. Donc, la fonction mémo, en fait, ce que ça vous permet de faire, c'est de différencier vos données, donc vos entrevues individuelles, vos entrevues de groupe, par exemple, de ce que vous écrivez. Donc, votre journal de bord, en fait. Les mémos, c'est vraiment le journal de bord qui peut être utilisé de différentes façons. Donc, ça peut être un journal de bord plus au niveau réflexif, par exemple, là, parce que, je sais pas moi, vous êtes un enseignant, puis vous faites la recherche sur des pratiques pédagogiques, ben comment prendre un certain recul par rapport à vos données, ben vous allez vouloir prendre des notes dans votre journal de bord. Donc, ça, c'est un exemple. Vous pourriez avoir aussi des mémos plus au niveau méthodologique. Donc, on a fait des changements dans l'échantillonnage, par exemple, qui est imprévu. Mais on va se garder des traces pour être capable de faire le suivi de ça. Donc, au lieu de le faire dans un endroit différent, de le garder au même endroit, centraliser les informations, c'est vraiment souhaitable. Vous pourriez avoir aussi un mémo qu'on va dire plus, parce que vous avez différents types de mémos, puis là, il y a plein de terminologies. Mais moi, j'aime bien différencier les mémos réflexifs, méthodologique et analytique. Donc, analytique, c'est vraiment les mémos qui vous aident dans votre processus d'analyse. Si vous utilisez une méthode d'analyse comme la théorisation ancrée, par exemple. La théorisation ancrée, le but, c'est de créer une théorie ou une théorisation à partir de vos données. Mais créer des nouveaux concepts, une nouvelle théorie, vous ne pouvez pas juste coder. C'est plus qu'un niveau descriptif. Il faut sortir à un moment donné de nos données pour être capable de mettre ensemble des choses puis chercher à conceptualiser. Donc, faire des mémos à ce moment-là, ça soutient le processus d'analyse, mais NVivo vous permet de le faire à l'intérieur même du logiciel. Il y a Nathalie Cadieux qui parlait à la pause, par exemple, on vient de faire des entrevues, puis il y a eu des choses qui sont passées plus au niveau non-verbal, puis on veut garder des notes de ça. Ben, on pourrait dire, c'est pas quelque chose qu'on va coder à même l'entrevue, mais on va pouvoir faire un mémo là-dessus. Et le mémo, on peut le coder aussi. Donc, on est capable de faire des ponts. Ce qui veut dire, par exemple, j'ai dans mon entrevue quelque chose qui me fait penser à un phénomène de groupe. Puis là, j'écris là-dessus dans un mémo, on dit hey, ça me fait penser à tel concept. Bien, je peux aller coder avec le même code qu'il y avait dans mon entrevue, dans mon mémo aussi. Ce qui fait que quand je double-clique sur mon phénomène de groupe, il va me ressortir mes données et il va me ressortir mes mémos. Il va les différencier. Fait que je vais savoir qu'est-ce qui appartient de moi que j'ai écrit comme chercheur et ce qui appartient des données. Donc, c'est vraiment, pour moi, la fonction mémo est vraiment intéressante là-dessus parce qu'il y a comme une distinction claire entre les deux, qu'on se mélange pas, puis on est capable de faire des ponts. Puis là, imaginez, vous avez aussi codé vos articles scientifiques où est-ce qu'on parle de ce phénomène de groupe-là. Donc, vous êtes capable de faire le pont entre votre article, votre mémo que vous avez fait et vos données d'entrevue. Donc, c'est là que je vous disais, les liens qu'on est capable de faire avec NVivo sont vraiment intéressants. Donc, les mémos, ce que je vous recommande de faire aussi, c'est de les distinguer par date. Et petit truc, mettre l'année, le mois et la date ensuite. Ça va vous les placer en ordre chronologique. Ce qui fait que, par exemple, si vous avez fait un mémo, je ne sais pas, dans un journal écrit ou il y a un autre chercheur qui a fait un mémo à une autre date aussi, quand vous allez l'ajouter, ça va se placer dans l'ordre. Fait que vous allez être capable de faire votre suivi de votre processus méthodologique. Petite anecdote comme ça, là, quand je travaillais sur ma thèse au début, ce que j'avais fait, c'est que je mettais des numéros, fait que mémo 001, 002, mais là, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il manquait un 03.
Mettre les dates, c'est vraiment aidant pour ça. La même chose avec les observations. Les entrevues, ça va parce que souvent, on sait le nombre de participants qu'on va avoir. Là. Mais pour les observations, le nommer de cette façon-là, ça aide. Et vous pouvez aussi vous rajouter un titre. Donc, supposons, je vais aller le voir, le mémo. Là. Donc, j'ai un mémo que j'avais créé ici, en date du 14 mai, où est-ce que je dis, je remarque que plusieurs personnes décrivent les passions comme si c'était une drogue. C'est intéressant. Mais je pourrais me mettre un titre ici. Pour être capable de le faire, je dois devoir cliquer sur modifier. Et je vais dire comparaison à une drogue, par exemple. Comme ceci. Donc, puis pourquoi je vous recommande de faire ça, c'est que vous allez pouvoir faire une recherche textuelle dans vos mémos aussi, pour retrouver les réflexions que vous avez eues. Donc, de prendre le temps là, de le mettre comme ça, ça nous aide pour ça. Vous pourriez aussi décider, par exemple, de distinguer vos mémos méthodologiques des mémos analytiques en disant, par exemple, OK, ici, c'est un mémo analytique, donc je vais l'appeler MA. Puis là, il va vous les séparer. C'est vraiment un petit truc. Puis, chacun a son système, mais moi, ça m'a aidé beaucoup. Ça a pris du temps avant que je trouve mon système pour ça, alors je voulais vous le partager par la même occasion. Si on veut créer un mémo, dans le menu Créer mémo ou simplement aussi Nouveau mémo, clic 3. Donc, c'est vraiment le même principe. Voilà, donc ça c'est pour la fonction mémo, différentes utilités pour analyser. Vous pourriez aussi, vous avez aussi la possibilité d'ajouter des images, des illustrations et à ce moment-là, ça doit se faire plus dans le fichier, mais dans votre mémo, vous pourriez faire un lien, par exemple, avec ce... De dire, par exemple, bon, là, j'écris sous format texte dans mon journal de bord, puis voir la figure un tel, puis faire un pont avec votre donnée. L'autre fonction qui est utile aussi par rapport aux commentaires, c'est la fonction annotation, ici. La fonction annotation, donc ici, toutes vos annotations vont apparaître à cet endroit-là. Mais je vais aller vous montrer dans un entretien qu'est-ce que ça fait si on utilise la fonction annotation. L'annotation, c'est différent du codage. C'est vraiment pour vous laisser des notes temporaires. Un peu comme si vous aviez votre document Word puis vous mettez un commentaire pour dire ce passage-là, il faut que j'y revienne. Ou ça, je vais en discuter avec ma direction de thèse. Ou ça, je trouve qu'il y a deux codes qui ressemblent, je veux y revenir plus tard, que ma tête va être plus claire. Donc, l'idée, c'est de ne pas mélanger ces notes-là avec vos autres codes, mais vous avez quand même la possibilité de vous faire des notes et après d'aller suivre vos annotations pour voir si c'est réglé puis les enlever. Donc, la façon que ça va apparaître, en fait, c'est que je peux prendre un passage comme ça et faire un clic droit, nouvelle annotation, tout simplement. Puis, il n'apparaîtra pas de la même couleur que le reste. Donc, voir avec équipe. C'est ce que je demande à mes auxiliaires de recherche de faire, par exemple. S'il y a des passages qui ne sont pas sûrs, pour qu'on puisse revenir quand on a nos discussions, d'utiliser les annotations. Donc, il sort ici en bleu. Si j'en avais plusieurs, tout ressortirait comme ça. Puis, je pourrais quand même encoder. Donc, si je fais apparaître là, mes barres de code et mon soulignage, donc vous voyez, il y a quand même le bleu et le jaune fait un vert. Je vois quand même mon annotation. Fait que je suis quand même capable de la retrouver facilement. Donc, pour moi, cette fonction-là est très utile pour des notes qui sont plus temporaires, vraiment dans le processus itératif qu'on ne veut pas oublier, c'est lié à quoi, alors que dans le mémo, on sort un peu du contexte. Là.
Donc, c'est une autre fonction que je trouve très, très utile dans InVivo. Je vois que le temps file. Je vais peut-être juste regarder le plan de match que j'avais avec vous pour voir s'il y a autre chose que je voulais voir. Mais sinon, j'irai plus qu'on puisse prendre le temps d'avoir vos questions, étant donné que j'ai parlé beaucoup. Oui, une dernière chose qui peut être utile aussi, mais il y a plein de choses utiles dans InVivo, là. C'est ici dans Partager. Vous avez la possibilité d'exporter votre codebook. Fait que ce que ça veut dire, c'est votre arborescence ici là, de code. Là. Vous pouvez l'exporter puis voir le nombre de fichiers, le nombre de références, tout ça. Puis normalement, votre codebook, votre arbre de code, devrait être suffisamment parlant de lui-même pour être capable de travailler juste avec votre arbre de code. Puis, ce que ça vous permet de faire, c'est, on va le faire ici, là. Exporter le codebook. Je vais aller le mettre sur mon bureau. Puis je vais vous montrer ça ressemble à quoi. Il me l'ouvre automatiquement en plus. Ça sera pas très long. Voilà. Donc, j'ai ici mon nom de fichier. J'ai mes noms de code avec vous voyez, il y a un espace ici là, parce que course était sous passion. Et si vous vous souvenez, tantôt, j'ai fait une définition, une description de la course. C'était quoi? C'est la course à pied. Donc ça se met automatiquement. Toutes vos descriptions pour chacun de vos codes. Et vous pouvez décider de faire apparaître ou non le nombre de fichiers, le nombre de références à la fin. Donc vous avez la possibilité d'aller comme définir certains critères pour ça. Donc ça se fait automatiquement. Après ça, vous allez peut-être vouloir le mettre en forme. Ou encore aller rajouter les verbatims que vous trouvez les plus parlants, par exemple. Avant une rencontre d'équipe pour discuter, c'est pas tout le monde qui a InVivo. Vous avez ce tableau-là, vous rajoutez une colonne, vous mettez les verbatims et vous le faites comme ça. Il y a aussi la possibilité de faire d'extraire des verbatims avec les codes, mais c'est un fichier .txt. C'est pas si user-friendly que ça, je trouve. Fait que pour moi, le codebook est plus facile à travailler à partir de là. Et là, d'aller rajouter ce qu'on a besoin. Personnellement, je trouve que c'est plus facile. Mais ça serait peut-être à explorer. Parce que je sais qu'il y a des moyens maintenant d'exporter. Avant, on ne pouvait pas du tout exporter les extraits verbatims. Maintenant, c'est quelque chose qui est possible. Il y a une personne qui demande si c'est possible d'exporter vers un fichier Excel. Je pense qu'il se fait automatiquement dans Word, mais je ne serais pas surprise que la prochaine version permette de le faire dans Excel. Je pense qu'il y a plus d'intégration avec la version qui s'en vient, mais pour de base, quand on fait exporter le codebook, c'est vraiment ce format-là qui va prendre. Voilà, alors je vais... je ne sais pas si c'est plus simple que j'arrête mon partage d'écran pour l'instant, que je prenne vos questions, je le laisse là. Conserve-le, je pense, Roxane, au cas où les questions soient en lien avec des aspects là, du logiciel. Je te remercie d'abord beaucoup pour ta présentation très claire, très didactique. Et donc, je vous invite là, tous et toutes à poser des questions. Si vous avez des questions qui étaient plus des questions de fond, c'est le bon moment pour les poser. Donc, est-ce qu'il y a par écrit des questions? Non, la question de Nadia sur le fichier Excel. Oui, j'ai vu aussi une personne qui demandait pour le PowerPoint, ça me fera plaisir. Donc, parfait, super. Excellent, merci beaucoup par avance. Donc, pas de questions. Les gens sont peut-être gênés. Mais regarde, moi, je vais t'en poser une. Oui. On a parlé d'encodage.
une fois que notre codage est fait, là, pour les gens qui n'ont jamais utilisé NVivo, comment ça se présente pour la suite du processus d'analyse? C'est quoi les prochaines étapes logiques? Est-ce que le logiciel continue à nous accompagner? Et si oui, de quelle manière? Je ne te demande pas, évidemment, d'aller dans le détail, parce que je pense que c'est tout un autre pan. Mais si on y allait de manière schématique, puis avec une vue générale, qu'est-ce que ça donnerait? Oui. Je dirais qu'une fois qu'on a fini le codage, on va prendre des entretiens. C'est ce qui est plus simple. Ouais. L'ensemble des entretiens. Puis qu'on dit, là, on a passé à travers tous les entretiens, puis on a codé les uns à la suite des autres. À partir de ce moment-là, il y a une étape qu'il faut se rasseoir devant notre arbre de code pour dire, OK, est-ce que mon arborescence tient à la route? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut que je fusionne? Est-ce que j'ai beaucoup trop de code? Puis il y en a que ça va être comme des sous-codes que je vais laisser dedans. Est-ce qu'il y a des codes que finalement je décide que je ne conserve pas pour l'étape de la rédaction ou que ça va être un autre article plus tard ou que ça ne répond pas spécifiquement à la question de recherche. Donc, il y a vraiment ce bout-là. Puis je pense que le défi, c'est que des fois, on pense, on a tout codé, OK, c'est bon, on peut écrire. Bien, il y a comme une autre étape dans le processus d'analyse qu'il faut circonscrire à ce moment-là pour prendre du recul sur nos données, avoir notre vue d'ensemble, puis retravailler à ce niveau-là. Fait que NVivo, rendu là, il ne nous accompagne pas nécessairement plus, sauf si on veut aller comparer des codes par cas, par exemple, ou on veut approfondir certaines choses que juste notre arbre il ne nous permet pas de décrire. Mais sinon, c'est plus que ça nous aide à gérer les données quand on fusionne, justement, parce que ça va le faire partout. Ou si on renomme, ou si on dit, OK, là, j'avais appelé ça rigueur, mais je ne me souviens plus pourquoi, je vais aller double-cliquer, je vais aller faire des changements à ce niveau-là, jusqu'à ce qu'on atteigne un niveau qu'on est comme, OK, là, je suis confortable avec ça pour répondre à ma question de recherche, pour écrire, je sais c'est quoi mes grands regroupements. Puis, quand on est dans une méthode descriptive comme l'analyse thématique, par exemple, moi, je m'appuie beaucoup sur les auteurs Pagli-Micheli. Puis, eux, ce qu'ils disent, c'est à la fin du processus, on présente un arbre thématique. Bien, votre arbre thématique, il est là. Il est là, c'est juste qu'on va faire des choix. Il y a certaines choses qu'on va élaguer, mais vous avez quand même la base de ça. Fait que c'est de voir, OK, mais est-ce que tout est formulé de la bonne façon pour mon arbre thématique? Puis, une fois que j'ai ça, ben ça me dit tous mes sous-titres de présentation des résultats. Ça l'organise vraiment au niveau du processus. Ce que je ne vous ai pas montré aussi, c'est que, supposons je retourne à ma course à pied. Je peux encoder ou désencoder d'ici aussi. Je n'ai pas besoin d'être dans le verbatim. Okay. Fait que si je me rends compte qu'en allant voir les choses, je fais « ouais, non, ce passage-là, il n'est plus vraiment pertinent », mais je peux aussi le désencoder à partir de là. Donc, c'est comme un autre chemin que quand vous avez tous vos verbatims ensemble, de plusieurs références différentes, vous pouvez continuer à aller peaufiner, en fait, le processus d'analyse. Mais c'est ça. Fait que pour moi, cette étape-là, de vraiment dire, OK, j'ai ça, puis comment je prends du recul sur cette première version du codage-là pour me faire une tête. Puis là, à ce moment-là aussi, sortir de là, soit en écrivant des mémos ou même en schématisant. Je trouve que ça l'aide aussi. Puis NVivo peut vous sortir certaines visualisations, là, par exemple, un nuage de mots pour voir c'est quoi les codes qui reviennent le plus souvent. Okay. Il y a quand même certaines choses aussi qui vous permettent que vous pouvez ressortir pour vous orienter un peu. Puis c'est sûr que même si dans la recherche qualitative, on s'intéresse aussi aux contre-exemples, on s'intéresse aussi à des thèmes qui ne vont pas nécessairement sortir chez tout le monde.
C'est aussi important, mais de savoir que quelque chose ressort systématiquement chez tout le monde est aussi intéressant. Mais là, vous avez les fichiers, les références qui vous permettent de détailler ça aussi. Voilà, fait qu'il y a peut-être deux choses, c'est vraiment de peaufiner une fois que ce bout de travail-là est fait. Puis s'il y a des façons d'approfondir aussi que vous voulez aller un peu plus loin avec les cas, par exemple, mais là, vous avez d'autres fonctions d'analyse qui existent aussi. OK. Super. Je te remercie beaucoup. On a une question de Mohamed. Mohamed, si tu veux... Bonjour, Roxane. Merci beaucoup pour ta présentation. C'était vraiment, vraiment cool. En fait, c'est la première fois que je vois, en fait, le logiciel NVivo. La question que je voulais demander, c'est que vous avez dit au tout au début que moi, je suis en finance, donc moi, je suis intéressé plutôt à l'analyse quantitative. Donc, vous avez dit au début que c'est possible de le faire, mais comment? OK. En fait, NVivo ne permettra pas de faire de l'analyse quantitative, ou ça dépend comment on définit l'analyse quantitative aussi. Est-ce que vous référez à quand je parlais de la recension des écrits ou au traitement quantitatif de données qualitatives? Juste pour valider ma compréhension. Je pense qu'il y a un autre logiciel pour analyse textuelle, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a d'autres logiciels pour l'analyse textuelle qui sont plus avancés que ça. Ouais. Vous avez quand même la possibilité de faire des analyses de co-occurrence, par exemple. Fait que pour voir est-ce qu'il y a deux codes qui fréquemment codent les mêmes passages. Vous avez ça qui est possible de faire. Je crois aussi que vous pouvez ressortir des fréquences. C'est un peu comme le pourcentage de recouvrement que vous avez. On peut ressortir des fréquences, mais il faut préciser certains critères. Est-ce que c'est par rapport à toutes les entrevues ou c'est par rapport à certaines? Donc, vous avez ça aussi que je sais qu'il est possible de faire. Mais les fonctions plus avancées à ce niveau-là, soit parce qu'on fait du mixte ou parce qu'on va plus faire de l'analyse textuelle, il y a d'autres logiciels qui sont plus spécialisés pour ça. Mais NVivo, sa grande force, selon moi, c'est qu'il nous permet de faire de la recherche inductive. Donc, je vous donne un exemple. Cudamanner, puis ça a peut-être changé récemment. Ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé. Cudamanner, avant, quand on créait un code, il fallait le créer sous une catégorie. On n'avait pas le choix. On devait déjà le classer dès qu'on le créait. Alors que dans NVivo, je peux faire plein de codes libres puis les organiser plus tard, une fois que je vais m'être approprié mes données. Les fonctions de mémo aussi nous permettent justement cette appropriation-là. Donc, pour moi, la grande force de NVivo, c'est toute cette flexibilité-là, à la fois de faire des liens entre certaines choses, mais aussi de pas trop cadrer si c'est pas ça qu'on veut. On peut le faire aussi. On peut dire, on se crée une grille de codage déjà, on crée toute notre arborescence, puis on part de ça, puis on la bonifie, surtout si on travaille à plusieurs. Ça peut être aidant de le faire. NVivo nous permet de le faire quand même. Mais je pense que la grande force, c'est au niveau inductif et vraiment comme dans l'essence de la recherche qualitative. Fait qu'il y a d'autres logiciels qui sont plus développés au niveau quantitatif. Je pense entre autres à MaxQDA, qui peut ressembler un peu à NVivo, mais qui a plus de fonctions au niveau d'analyse quantitative. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on a disponible à l'université non plus. Ça, c'est d'autres enjeux. Merci beaucoup. Merci. Merci pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, dans le fond, je vais en profiter pour remercier très chaleureusement Roxane d'avoir accepté, d'une part, de nous livrer cet atelier et d'avoir offert une formation de cette qualité. Je le dis pour le bénéfice, on l'a mentionné en début d'atelier, pour ceux et celles qui seraient intéressés par une formation là, dans le fond, la suite, là, une application, aller dans le détail de la pratique, on va prendre les intérêts à ce niveau-là. Et donc, ceux et celles qui avaient déjà signalé leur intérêt
seront recontactés et on essaiera là, de trouver un moment prochainement à court ou moyen terme, là, en concertation avec les personnes intéressées. Mais là, je vois qu'il y a une question, donc je vais m'interrompre, puis je vais redonner là, la parole à Axel Luc. Merci, Maxime. C'est juste que je voulais rebondir sur une question dans le chat. Question pratico-pratique, c'est juste comment, parce que je crois que c'est payant, est-ce que toutes les facultés ont accès à ce logiciel? Est-ce qu'il faut le télécharger? Comment, oui, c'est plus ça. Comment est-ce que justement, quitte même en anticipation des ateliers, qu'on commence à se familiariser, à jouer un petit peu avec, et puis quand tu auras les ateliers pratiques, alors donc voilà. Je ne sais pas si Maxime, Julie, vous avez... Je peux répondre si vous le voulez bien. Je suis en train là, de naviguer là, juste pour m'assurer que ce que je vais vous dire n'est pas une erreur. Mais, tu peux répondre, Maxime, si tu veux, pour la faculté de droit. Ça va. En fait, toutes les facultés l'ont, à ma connaissance, parce que je vous colle un lien là, qui est celui du service de technologie de l'information. Dans la liste de logiciels, NVivo est un logiciel soutenu maintenant. Et donc, on possède les licences. Elles ne sont pas installées d'office sur les postes informatiques, mais il est possible, en faisant une demande Cassius, et vous avez, avec le lien, la possibilité de le faire. Dans le fond, votre service informatique facultaire va s'occuper de faire le suivi avec vous pour faire l'installation. Ici, à l'école de gestion, je parle pour notre faculté, en tout cas, nos techniciens nous disent qu'ils l'installent sur n'importe quel poste, à condition que ce soit, sans que ce soit nécessairement un poste qui appartient à l'université. Donc, les professeurs et les auxiliaires de recherche, parfois, ont des postes, des portables, entre autres, qui appartiennent à l'université, qui sont prêtés. Donc, dans ce cas-là, c'est certain que ça fonctionne, mais on m'a dit que pour nos étudiants aussi, ça va fonctionner. Donc, même avec un ordinateur personnel, il est possible d'installer NVivo. Donc, il ne devrait pas y avoir de problème, selon ce que j'en comprends. Après ça, il peut y avoir peut-être des spécificités facultaires dont je ne serais pas au courant, par contre. Peut-être préciser aussi, c'est pour les étudiants au cycle supérieur à l'école de gestion. Parce que je sais que, mettons, ou en psychologie, souvent même au baccalauréat, ils font déjà de la recherche. Puis je sais qu'à la faculté des lettres, NVivo est installé sur les postes laboratoires. Okay. Donc, étant donné que c'est le même CIP, c'est le même accès, quand les laboratoires sont libres, vous pourriez aller sur NVivo à cet endroit-là. Par contre, parce que ça est sur les laboratoires, sur les ordinateurs personnels à la faculté des lettres, c'est pas quelque chose actuellement. Okay. Je le souhaite beaucoup, là, on va travailler. Mais c'est pas quelque chose qui est possible. Donc, il y a certaines distinctions selon puis aussi le soutien que les techniciens sont en mesure d'apporter. À savoir aussi, au mois de juin, la version va changer normalement pour la version 14. Normalement, peut-être les choses vont être placées à des endroits différents. Je sais qu'il y a un gros avantage de la nouvelle version qu'il va avoir, c'est qu'il n'y aura plus d'enjeu de compatibilité entre Mac et PC. Ça, c'est une super nouvelle. Puis il y a d'autres choses là, qui sont supposées, qui est supposée avoir une intégration plus facile avec la nouvelle version. Mais sinon, c'est tous les changements majeurs qui ont été faits avec cette version-là versus la version 12. Devrait suivre là, avec la prochaine version aussi. OK, super. Merci. Safa, est-ce que tu avais des précisions à apporter pour la faculté de droit? Oui, parce que Sejouri est professeur à la faculté de droit, alors j'apporte des précisions pour ceux qui participent. Nous aussi, on a des différences selon le statut. Alors, pour les professeurs, ce n'est pas installé d'office, mais on peut faire tout simplement une demande au service d'informatique, une demande Casus, donc habituelle, dans la rubrique « Aide pour un logiciel » et on l'installe sur l'ordinateur du professeur. Pour les étudiants, malheureusement, ce n'est pas possible de l'installer. Donc, c'est installé sur les postes des laboratoires, mais ce n'est pas possible sur les ordinateurs des étudiants, sauf pour
certaines licences partagées, là, il faut vraiment demander au service informatique à ce moment-là. D'accord, super. Merci beaucoup pour la précision. Donc, je retourne à mon mot de conclusion. J'ai remercié Roxane. Les gens qu'il me reste à remercier, c'est vous. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à cet atelier. En aussi grand nombre, on est vraiment heureux. Le Centre Lemaire et le Centre Créatech sur les organisations intelligentes, on essaie de programmer des formations en recherche le plus fréquemment possible parce qu'on constate là, de toute évidence qu'il y a des besoins. Au mois de juin, pour ceux et celles qui seraient intéressés, nous allons faire un atelier qui visera en fait les méthodes d'analyse quantitative cette fois et les méthodes d'analyse plus spécifiquement d'analyse par équation structurelle. Donc, un nouveau logiciel également là, qui est sorti récemment. Et on a un prof là, spécialiste de ce logiciel-là qui va nous faire une formation là, intensive. Donc, si jamais c'est analyse quantitative, ça vous intéresse, si ça vous sonne une cloche, écrivez-moi. On mettra votre nom en banque, là, puis on vous consultera là, quand il sera temps de discuter des enjeux là, comme la disponibilité, le moment où on va tenir ça. Ça aura lieu dans tous les cas en juin. Donc, vas-y. Oui. Oui, la fonction que je cherchais tantôt. Ah oui. Qui était sur le bout. Vous avez simplement à couper le code et à le coller dans le vide. C'était juste ça. C'était juste ça. C'est ça. Je m'étais mélangée parce que sur Mac, c'est comme un autre. Quand le code est devenu un code enfant, là, donc. Enfant, là, je veux le remettre au niveau supérieur. J'ai simplement à couper le code et à le coller dans l'espace vide qui est en dessous et ça fonctionne. Je suis contente de l'avoir trouvé avant la fin. Merci beaucoup. Julie? Oui, bien, juste un petit mot au sujet des offres de séminaires ou d'ateliers méthodologiques qu'on offre, les deux centres. Si vous avez des besoins ou des suggestions, n'hésitez pas à communiquer avec Maxime ou avec moi. On va faire ce qu'on peut. Si on peut trouver des personnes qui ont les expertises nécessaires pour offrir des ateliers, certainement qu'on le fera. Mais souvent, ça vient de notre inspiration à nous ou de ce qu'on peut entendre quand les gens font des propositions. Donc, certainement, les canaux de communication sont ouverts. Donc, il ne faut pas hésiter à faire les demandes et puis on va essayer de mettre sur pied une programmation qui correspond à vos besoins. Parfait. Merci beaucoup. Donc, je vais communiquer avec l'ensemble des participants et des participantes au plus tard lundi pour envoyer le PowerPoint que Roxane nous a accepté de partager avec nous et pour donner un petit lien là, pour ceux et celles qui seraient intéressés par l'atelier d'approfondissement. Donc, ce sera possible de signaler votre intérêt à ce moment-là. Donc, je vous remercie encore beaucoup. Merci à Roxane et on se dit à la prochaine. Au revoir. Merci beaucoup.